Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de redéballage de boîtes. Aujourd'hui, le pack Les Fils du Destin, le premier pack de la campagne La Civilisation oubliée. Alors, dans les cartes gardiens, la première c'est Scène de crime. C'est un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a les traits perspicacité et audacieux. À jouer uniquement lors de votre première action, découvrez un indice dans votre lieu, 2 indices à la place s'il y a un ennemi dans ce lieu. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Donc on a une carte événement. Il y a la contrainte qu'on doit la jouer comme première action du tour. Bon, mais ça provoque pas d'attaque d'opportunité, donc c'est pas rapide, ça vous coûte une action, mais ça, si un ennemi dans votre lieu, il vous attaquera pas. Vous trouvez un indice, sans test, et si un ennemi dans le lieu, ça vous donne 2 indices. Donc c'est une carte pour les gardiens qui leur permet de trouver des indices sans faire de test. Et c'est quand même pratique parce que, encore une fois, dans le jeu, il y a deux parties, il y a 2 choses à faire pour avancer, trouver les indices et s'occuper des ennemis qui empêchent de trouver les indices. Il y a aussi à se protéger du deck de rencontre, mais le deck de rencontre, voilà, c'est de la défense, on va dire, c'est l'aspect plutôt défensif, tandis que la gestion des ennemis et la récupération d'indices, c'est l'aspect plus offensif. Donc, là, on a une carte qui permet aux gardiens de trouver plus facilement des indices, sachant qu'ils sont déjà en général bons pour s'occuper des ennemis. Donc vraiment une carte très intéressante, notamment pour le solo. Et c'est une carte qui va inciter à jouer en chasse. En chasse, c'est un événement qui était dans le pack sous les étoiles noires, qui est de niveau 0, qui coûte 1, qui a le trait tactique, rapide, à jouer quand vous devriez piocher une carte rencontre lors de la phase de mythe. À la place, cherche un ennemi parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre, générez-le engagé avec vous, au lieu de son lieu de génération normale, et mélangez le deck rencontre. Si vous ne pouvez pas, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Donc vous jouez un gardien, vous avez 3 ressources à votre disposition. Vous êtes dans un lieu qui a 2 indices, et potentiellement une valeur occulte élevée. On va dire... et 3, ça peut être dur pour certains gardiens, voilà. Donc à partir de 3. Phase de mythe, au lieu de piocher la première carte du deck rencontre, vous payez 1. Vous cherchez un ennemi parmi les 9 cartes du dessus du deck rencontre. Vous choisissez celui qui vous intéresse le plus. Parce qu'il est plus facile à tuer, parce que s'il sort plus tard, il sera embêtant, parce qu'il faudrait pas que ce soit notre investigateur qui le pioche, bon, peu importe. Vous choisissez celui qui vous arrange le plus, vous le générez. Engagez avec vous, pas à l'autre bout du plateau de la carte, s'il a une précision sur le lieu de génération, il est engagé avec vous. Phase d'investigation, première action, vous dépensez 2, grâce à scène de crime, vous prenez 2 indices. Et ensuite, vous avez encore 2 actions dans votre phase d'investigation pour vous débarrasser de l'ennemi. Un gardien, en général, ça lui pose pas de problème. Donc scène de crime, c'est une très bonne carte, notamment en solo. Vous jouez un gardien solo, vous allez comptez sur ses capacités de combat pour vaincre les ennemis en effectuant les tests nécessaires, et vous allez probablement vouloir utiliser un maximum d'effets de gain d'indices sans test. Carte suivante du pack, habileté au tir, c'est un événement de niveau 1 qui coûte 2, qui a le trait tactique, rapide à jouer quand vous activez la capacité combattre d'un soutien arme à feu ou à distance. Cette attaque peut cibler un ennemi dans un lieu connexe. Ignorez les mots-clés distant et riposte pour cette attaque. Si cette attaque réussit contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, elle inflige plus 1 dégât. Donc concrètement, cette carte-là, alors ça vous permet de faire une attaque avec une arme à feu. Ça vous permet d'attaquer dans un lieu connexe, c'est-à-dire que en temps normal, pour combattre dans le lieu connexe, il faut déjà aller dans ce lieu. Mettons vous combattez, que je trouve un bon exemple... vous voulez combattre l'émissaire royal de Carcosa, il est dans le lieu connexe, vous devez entrer dans le lieu, là vous êtes engagé et vous faites votre action de combat. Avec habileté au tir, vous faites directement votre action de combat. Ensuite, ça ignore les mots-clés distants, c'est-à-dire que vous pouvez faire une attaque sur un ennemi distant sans avoir besoin de l'engager. Encore une fois, vous économisez une action. Si on parle d'un ennemi qui est distant et dans un lieu connexe, vous épargnez le déplacement puis l'engagement. Ignorez le mot-clé riposte si vous n'êtes pas trop sûr de réussir votre attaque ou si vous êtes conscient que
la riposte tuerait le gardien, ou éventuellement poserait problème. Par exemple, vous jouez Markarian, il a déjà 4 dégâts sur lui, s'il se prend un 5e dégât, il perd 1 à toutes ses compétences, vous voulez pas qu'il se prenne ce 5e dégât, eh ben habileté au tir, ça vous permet d'ignorer la riposte de l'ennemi, s'il la riposte. Alors à noter qu'on peut cibler un ennemi dans un lieu qui peut être distant, mais c'est pas obligatoire, on peut utiliser habileté au tir pour tirer sur un ennemi dans son lieu avec lequel on est engagé. Et par contre, si on réussit l'attaque contre un ennemi qui n'est pas engagé, soit dans le lieu mais pas engagé, soit dans un lieu connexe, et donc forcément pas engagé, on inflige plus 1 dégât. Évidemment, c'est cumulable. C'est-à-dire que si vous avez une arme, on va dire assez standard, un 45 automatique ou un Colt 32, vous déclarez l'attaque contre un ennemi qui n'est pas engagé avec vous, vous attribuez coup vicieux, dégâts de base 1, plus 1 de l'arme, plus 1 d'habileté au tir, plus 1 de coup vicieux, évidemment si vous réussissez, et en un tir, vous avez fait 4 dégâts à un ennemi qui potentiellement n'est pas encore dans votre lieu. Donc ça peut quand même permettre de... Ah, je viens de penser un truc, pardon, je me mets une petite note. Oui voilà, donc je disais, c'est quand même un bon gain de tempo. Alors c'est à usage unique. Ces tactiques, vous pouvez mettre ça sur s'en tenir au plan. Soit parce que vous pensez que dans le scénario à un moment donné vous en aurez besoin, soit parce que vous connaissez le scénario, que vous savez qu'il y a un ennemi avec lequel vous voulez pas être engagé, habileté au tir, quand l'ennemi se présente, vous utilisez la carte pour essayer de lui faire à distance 3 dégâts, voire plus si vous avez des boosts autres. Concrètement, les armes qui sont éligibles, elles sont dans les classes gardien, survivant, truand et neutre. Alors je vais rapidement les dire, le 45 automatique, le bar M1918, le Colt 32, le fusil à éclair, le fusil de chasse, les grenades MK1. Oui, donc ça j'en avais parlé dans ma vidéo. Alors comme je fais les vidéos à l'avance, je sais jamais quand est-ce qu'elles sortent. Je crois que là on est le 1er septembre, je crois que la vidéo sur le pack dans les griffes du chaos, elle sort mercredi prochain, le 4. Voilà, les grenades MK1, vous faites des dégâts à plusieurs cibles et à distance. Le lance-flamme, le truc du lance-flamme, c'est qu'on répartit les dégâts parmi les ennemis avec lesquels on est engagé. Mais il y a aussi le Springfield M1903, Thompson 45, vieux fusil de chasse, Colt de poche, Derringer 41, Loupara, sulfateuse, Thompson 45 de truand. En neutre, il y a l'arc décoré, puis sinon il y a les armes des investigateurs, le 38 de Roland, les Colt de détective, le Fidel 38 de Finn et les 45 jumeaux de Jenny. Sachant que ni Finn ni Jenny ne peuvent utiliser cette carte. A noter que dans le pack Union et Désillusion, c'est-à-dire que je vérifie, Union et Désillusion c'est le 4e pack de la campagne suivante, il y a le viseur télescopique, j'entre pas dans les détails, mais en gros, c'est un événement de niveau 3, c'est une amélioration, on va attacher ça à une arme à feu qui prend les 2 mains, et une fois par round, vous pourrez, que je vérifie, vous pourrez attaquer un ennemi non élite dans un lieu connexe en ignorant distant et riposte. Par contre, vous ne pouvez plus attaquer des ennemis engagés que vous, avec ce soutien-là. Et la petite note que je me mettais là tout à l'heure, c'est que pour Roland Banks, viseur télescopique, c'est utilisable avec la barricade. Ça peut être un concept assez amusant à tester, de gardien planqué derrière sa barricade pour sniper tout le monde. On va tester un jour. Bref, les cartes chercheur, persuasion, c'est un événement de niveau 0 qui coûte 2. Perspicacité, ruse. Discussion, choisissez un ennemi humanoïde non faiblesse dans votre lieu et effectuez un test d'intelligence 3. Enfin, un test d'intelligence de difficulté 3. La difficulté de ce test augmente de X, X étant la valeur d'horreur de cet ennemi. En cas de réussite, mélangez l'ennemi choisi dans le deck de rencontre. Si c'est un ennemi élite, échappez-lui automatiquement à la place. Donc c'est une solution de gestion des ennemis pour les chercheurs. Mais c'est un ennemi humanoïde, forcément. Ça peut pas être un ennemi faiblesse, ça peut pas être le
détective obstiné ou les, je sais plus comment ça s'appelle, truand de la pègre, malfrat de la pègre, quelque chose comme ça. Il faut effectuer un test qui a une difficulté de 3 et cette difficulté augmente de la valeur d'horreur de l'ennemi, c'est-à-dire probablement de 1 voire de 2. Donc vous allez devoir faire un test de difficulté 5. Même si les chercheurs de base ils ont 4, pour réussir votre test de difficulté 5, il faudra sûrement vous mettre à 7, voire à 8. Bon, il faudra vous booster. Et on le mélange dans le deck de rencontre, donc potentiellement il ressort avant la fin de la partie. S'il est élite, on se contente de lui échapper. Moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup de conditions. Alors, c'est un événement perspicacité, ça coûte 2, ça pourrait être mis dans le deck intuition de Joe Diamond, sauf que comme je viens de le dire, c'est très circonstanciel comme carte, et au moment où il la révèle au-dessus de son deck d'intuition, on n'est pas du tout sûr qu'il pourra l'utiliser. Au final, moi je suis pas du tout convaincu par la carte. Alors à noter que vous faites un test de discussion, donc éventuellement, si dans votre deck vous avez tenue élégante, voilà, tenue élégante, ça diminue de 2 la difficulté des tests de discussion. Donc vous êtes un chercheur, vous pensez que vous aurez besoin de faire des tests de discussion, vous mettez la tenue élégante, vous mettez persuasion, et vous avez maintenant à faire un test à difficulté 1 plus X, au lieu de 3 plus X. C'est plus raisonnable. Mais bon, c'est comment dire, je vais y arriver. C'est un peu compliqué, un peu prise de tête, un peu conditionnel. Alors je vérifie que ça enregistre toujours bien comme il faut. Voilà, et là j'avais mis comme carte suivante, j'avais mis en chasse. Où effectivement, bon, c'est de plus en plus compliqué à mettre en place, mais vous pouvez utiliser en chasse, par exemple Roland Banks ou Joe Diamond, pour aller chercher l'ennemi humanoïde, pour être certain d'avoir un ennemi humanoïde, pour ensuite lui échapper. Bon, on dit pas plus, ça présente pas un grand intérêt. Carte suivante, analyse astucieuse. C'est un soutien niveau 0, un talent, permanent, limite de 1 par deck. Chaque fois que vous améliorez une carte avec le sous-titre non identifié ou non traduit, vous avez le droit d'améliorer un deuxième exemplaire de cette carte sans que cela ne coûte d'expérience. En ce cas, les 2 exemplaires améliorés sont sélectionnés au hasard parmi les options possibles. Vous devez toujours satisfaire toutes les restrictions du deck. Alors cette carte-là, je l'ai mal comprise pendant longtemps. L'idée c'est, alors pour éviter le divulgachage, je vais sûrement pas mettre des images des cartes en question, mais il y a des cartes dans la campagne de Dunwich, c'est la solution étrange, dans Carcosa, ce sont les glyphes archaïques, dans la civilisation oubliée, c'est la pierre ancienne. Donc voilà, il y a des cartes à identifier ou traduire. Et une fois que vous avez identifié, vous avez le choix entre plusieurs cartes différents. De mémoire, il y a 3... je crois qu'il y a 3 solutions étranges, il y a 3 glyphes archaïques et je pense 2 pierres anciennes, de mémoire, à vérifier. Indépendamment de ce qu'il y a dans les renouveaux. Donc quand vous avez fait ce qu'il fallait pour identifier, vous avez le droit d'avoir la version identifiée. Vous devez dépenser l'expérience nécessaire, mettons 4. Pour 4 expériences, vous remplacez étrange solution par étrange solution identifiée de type A, et pour 4 autres points d'expérience, vous améliorez la deuxième solution étrange, pour encore 4 points d'expérience. Et bien là, vous choisissez... Vous dites « j'utilise analyse astucieuse, j'améliore les 2 pour seulement 4 points d'expérience, mais vous choisissez au hasard. » Donc vous faites 2 piles, une pile avec un exemplaire de chaque type de solution étrange améliorée, d'étrange solution améliorée, type A, type B, type C, pareil dans l'autre pile, vous mélangez chaque pile, vous piochez une carte au hasard de chaque pile. Si vous avez beaucoup de chance, vous avez les 2 exemplaires qui vous conviennent. Si vous n'avez pas de chance, vous avez les 2 exemplaires qui vous intéressent pas, et moyennement de la chance, un qui vous intéresse, l'autre qui vous intéresse pas. Sachant, et c'est là que je m'étais trompé avant, une fois que vous avez la version traduite ou identifiée, vous pouvez pas vous dire j'échange le modèle A contre le modèle B en payant 1 XP. Si vous voulez une version traduite, vous devez améliorer à partir de la version non traduite. Donc si grâce à analyse astucieuse, vous payez 4 pour améliorer les 2, que vous avez un exemplaire de A, un exemplaire de B, et que vous voulez remplacer l'exemplaire de B,
vous remplacez B par la version non traduite, ça vous coûte 1 XP vu que vous changez une carte, et ensuite vous devrez réidentifier, attendez, non c'est marqué dans votre campagne que vous avez identifié, donc vous n'avez plus besoin d'identifier, mais vous devrez payer 4 XP pour améliorer, donc vous avez perdu de l'XP. Donc analyse astucieuse, ce n'est intéressant que si vous avez un investigateur qui déjà peut inclure analyse astucieuse et qui parmi toutes les améliorations n'a accès qu'à un seul type. C'est le cas, alors attention léger divulgachage, c'est le cas pour Caroline Fern et la pierre ancienne. Caroline Fern, elle n'a accès qu'à un seul type de pierre ancienne. Pierre ancienne, bon je me souviens plus si je vous l'ai déjà présenté, je pense pas. La pierre ancienne non identifiée, elle coûte 1 point d'expérience, vous en mettez 2 dans votre deck pour 2 points d'expérience. Ensuite, ça s'améliore pour 3. Avec analyse astucieuse, vous dites je paie 3 pour améliorer les 2. Je prends toutes les cartes pierre ancienne identifiées auxquelles j'ai accès, c'est-à-dire 2, et j'en prends 2 parmi 2, donc je suis sûr d'avoir les 2 que je veux. Et au lieu d'avoir à dépenser 6 expériences, j'en ai dépensé que 3. Donc pour le moment, je crois qu'il n'y a que pour Caroline Fern que c'est efficace. Pour elle, c'est très bien, c'est de l'économie de 3 points d'expérience, ça lui prend juste un emplacement de deck, vu qu'elle a une restriction de 15 cartes mystiques ou chercheur de niveau 0 à 1. Vous consacrez un emplacement du deck, ça vous économise 3 XP. Voilà, carte suivante, carte truand. Étui à cigarette porte-bonheur, c'est un soutien de niveau 0 qui coûte 2, qui occupe un emplacement d'accessoires, trait objet et charme, réaction. Après avoir réussi un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, inclinez l'étui à cigarette porte-bonheur, piochez une carte. Alors j'attends que les voitures partent. Voilà. Moi j'aime beaucoup cette carte, ça rentre évidemment dans l'archétype mégatest, parce que cet archétype mégatest, vous essayez de tout réussir avec 2 ou plus. Et bien là, quand vous le faites, vous piochez une carte. Alors rapidement, les cartes qui ont dans leur texte avec une différence de 2 ou plus, on a coup vicieux de niveau 2, Rex Murphy, déduction de niveau 2, récup chez les survivants, le ventre de la bête chez les survivants, chez les truands il y a la majorité, il y a le cran d'arrêt niveau 2, Deringer 41, Deringer 41 amélioré, je crois que c'est avec une différence de 1 ou moins, vous avez donc l'étui à cigarette porte-bonheur, vous avez vol à la tire niveau 2, vous avez coup bas, vous avez se faufiler, opportuniste de niveau 2, et présence d'esprit. Chez Mystique, il y a sans peur de niveau 2. Donc si vous jouez cet archétype, vous mettez dans votre deck, enfin vous voulez réussir tout avec une différence de 2 ou plus, et vous mettez dans votre deck des cartes qui vous permettent de le faire. Vous allez mettre, je sais pas si c'est un deck évasion, vous allez mettre dextérité. Ça vous donne plus en agilité. Vous allez mettre opportuniste. Vous jouez opportuniste de niveau 2, vous voulez en jouer 2 à chaque test, ça vous donne plus 2. Si vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous récupérez les 2 cartes dans votre main, voilà. Mais dans les decks méga test, justement, le problème, ça va être qu'il va probablement falloir booster beaucoup de tests, vous allez devoir utiliser beaucoup de compétences, ou alors utiliser une carte qui, en payant des ressources, vous booste. Donc, vous voulez avoir ces cartes en main pour les utiliser, il faut les piocher. Et voilà, l'étui à cigarette, ça accélère votre pioche. Donc l'idée, c'est un petit peu, mettons vous commencez dans un lieu qui a une valeur occulte de 1 et un indice, vous jouez étui à cigarette porte-bonheur, vous faites votre enquête, vous réussissez avec une différence de 2, vous inclinez l'étui à cigarette, vous piochez une carte, et cette carte-là vous aidera à réussir avec une différence de 2 ou plus votre prochain test. Donc une carte géniale. Alors à noter quand même que les truands, ils ont plusieurs cartes qui occupent l'emplacement d'accessoires, comme sursis de même. Oh, attendez, je vérifie quand même. Non, sursis, ça occupe un emplacement d'arcane. Donc je vais regarder tout simplement. Alors, qui occupe un emplacement d'accessoires chez les truands. Vous avez le crâne décoré, les dés porte-bonheur, l'étui à cigarette et la montre goussée en or. Donc il y a un petit peu de concurrence. Sauf que les autres, le crâne et l'étui à cigarette sont de niveau 0, les autres sont de niveau 2 et 4 et sont tous les deux exceptionnels. Donc en début de campagne, l'étui à cigarette, je trouve ça fait pas de mal. Et éventuellement après vous le remplacez.
par exemple par les dés porte-bonheur, parce que bon, les dés porte-bonheur vous permettront d'ignorer un pion KO et d'en révéler un autre. Si vous faites un test que vous avez plus 3, mais non, si vous faites un test que vous avez plus 4 par rapport à la difficulté, que vous piochez un moins 3, bah vous ne réussissez qu'avec une différence de 1, bah éventuellement vous essayez de remplacer le moins 4 par un jeton plus favorable pour réussir avec une différence de 2. Donc les dés porte-bonheur aussi sont intéressants dans l'archétype méga-test. Carte suivante, receleur, c'est un soutien de niveau 1 qui coûte 3. Relation illicite. Réaction, quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez le receleur, la carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, réduisez de 1 son coût à la place. Donc, si la carte illicite gagne rapide, déjà, vous économisez une action. Deuxièmement, vous épargnez une attaque d'opportunité. Ça, c'est un truc que je trouve intéressant. Il est possible que vous choisissiez de ne pas poser d'armes immédiatement, parce que c'est pas indispensable. Vous avez receleur en jeu, vous savez que si pendant la phase de mythe, vous piochez un ennemi, phase d'investigation, vous utilisez receleur pour jouer votre arme illicite sans que ça provoque d'attaque d'opportunité. J'ai l'impression que les gens qui sont pas trop favorables à la carte receleur oublient cet aspect de si c'est rapide, il n'y a pas d'attaque d'opportunité. Moi je trouve ça quand même bien pratique. Mettons que vous jouez, enfin peu importe, vous jouez un truand, dans une main il a outil de crochetage, dans l'autre main il a lampe torche. Il peut faire 2 enquêtes très efficaces par tour, mais il n'a plus de main disponible pour une arme. Il doit combattre, et avec receleur, vous posez au dernier moment, couteau à cran d'arrêt, vous défaussez la lampe torche et vous êtes prêt à combattre sans avoir eu à subir d'attaque d'opportunité. Si la carte illicite avait déjà rapide, vous réduisez de 1 son coût. Si ça coûte 1 de moins, vous n'avez pas besoin de faire une action pour gagner une ressource. C'est également intéressant. Mais concrètement, les cartes illicites, qu'est-ce qu'on a ? On a quasiment que des cartes truands. Alors je vais pas toutes les lire, je vais juste noter ce qu'on a. Je vais noter les grandes lignes. On a cambriolage, voilà, qui est bien pour générer de la ressource. Ensuite on a des armes, corps à corps ou armes à feu. On a les outils de crochetage qui sont illicites. On a receleur qui est illicite. Vol à la tire, whisky du Tennessee, contrebande, et jour de paix. Alors, les gardiens ont la Thompson, 45, qui est aussi illicite, les survivants aussi le whisky du Tennessee. Je vais pointer quelques cartes pour lesquelles c'est particulièrement intéressant. Les armes, je l'ai déjà dit en quoi c'est intéressant. Vol à la tire. Vous êtes engagé avec un ennemi, vous pensez que vous allez lui échapper, vous savez que vous allez faire une tentative d'évasion, vous pouvez jouer vol à la tire, faire votre tentative d'évasion, et si vous la réussissez, vous bénéficiez tout de suite de l'effet du vol à la tire. C'est pas fantastique, mais c'est déjà ça. Whisky du Tennessee, ça peut vous servir comme arme, mais c'est encore assez anecdotique. Contrebande par contre. Donc c'est un événement. Choisissez un soutien contrôlé par un investigateur dans votre lieu, doublez le nombre de pions munitions ou provisions sur ce soutien. Vous avez une arme à feu qui n'a plus de munitions, grâce à receleur, contrebande et rapide. Vous êtes engagé avec l'ennemi, vous rechargez votre arme sans prendre d'attaque d'opportunité. Et enfin, pour jour de paix, gagnez une ressource pour chaque action que vous avez effectuée ce tour, en comptant celle-ci. Si c'est votre tour, terminez votre tour. Allez, disons que vous n'avez pas de gain d'action. Si vous jouez jour de paix, comme 3e action, vous gagnez 3 ressources. Mais vous n'avez pu faire que 2 actions efficaces avant ça. Donc vous avez fait par exemple enquête, jour de paix, et ça vous rapporte 3 ressources. Maintenant, si grâce à receleur vous rendez jour de paix rapide, vous pouvez faire enquête, jour de paix, vous gagnez 3 ressources. Alors en soi, c'est pas formidable, mais ça peut vous permettre de jouer cette carte-là le tour où vous avez 3 autres actions importantes à faire. Ça vous oblige pas à vous dire mince, je repousse plus tard. Non. Vous pouvez combiner 3 actions qui font avancer le jeu plus jour de paix.
Carte mystique, recherche ésotérique, c'est un soutien de niveau 0. Talent permanent, quand vous achetez recherche ésotérique, subissez un traumatisme mental. Après chaque scénario d'une campagne, réduisez de 1 le coût en expérience de la première carte sort que vous améliorez avant le prochain scénario. Donc une autre carte mystique qui les aide à acheter des cartes qui coûtent beaucoup d'expérience. Alors j'ai pris la liste de tous les sorts, je les ai triés pour une fois par nom, comme ça on voit s'il y a plusieurs niveaux. Par exemple, il y a atrophie de niveau 4, pour passer au niveau 4 ça vous coûte que 3. On a brume de relier niveau 0 et 4, clarté l'esprit niveau 0 et 3, flétrissement niveau 0, 3 et 5. On a quoi d'autre? On a lumière aveuglante 0 et 2, mémoire effacée 1 et 3, nier l'existence 0 et 5, etc., etc. Vous avez une réduction de 1 pour la première carte sort améliorée. Vous n'avez pas de limite à un exemplaire, donc vous pouvez avoir 2 recherches ésotériques pour avoir une réduction de 2. Cette carte-là, si vous en utilisez 2, ça va vous faire une réduction totale de 14 expériences maximum sur toute une campagne, ce qui me semble assez énorme. J'ai fait des campagnes de Dunwich où au total, je n'accumulais je crois que 12 expériences. Et mon record ça doit être 35 points d'expérience. Donc, sur l'ensemble d'une campagne. Enfin, à l'entrée au scénario 8. Donc 14 points d'expérience de plus, c'est énorme. Il faudra simplement voir comment faire ces améliorations de cartes. Par exemple, fin du scénario 1, pour 1 point d'expérience, vous améliorez un flétrissement au niveau 3. Fin du scénario 2, vous faites la même chose pour l'autre. Fin du scénario 3, vous passez d'un flétrissement 3 à un flétrissement 5. Fin du scénario 4, vous passez d'un flétrissement 3 à un flétrissement 5. Et sur 4 scénarios, pour un total de 2 points d'expérience, vous avez remplacé vos 2 flétrissements de niveau 0 par 2 flétrissements de niveau 5. Vous avez payé 2 au lieu de 2 au lieu de 10. Évidemment, si vous décidez à la fin du premier scénario de passer vos 2 flétrissements du niveau 0 au niveau 3, le premier ça vous coûte 1, le deuxième ça vous coûte quand même 3. Alors, le trauma mental, moi je trouve que c'est pas trop cher payé. Les mystiques en général, ils partent d'assez haut en santé mentale. Donc, commencer chaque scénario avec 2 horreurs, c'est pas trop un problème. En plus de ça, dans des cas assez particuliers, ça va pouvoir se combiner. Si vous jouez, ça j'ai dû en parler une fois, si vous jouez la clé de Saint-Hubert, vous avez également 2 de santé mentale de moins. Donc 2 recherches ésotériques et 2 recherches ésotériques et clé de Saint-Hubert en jeu, ça vous fait commencer chaque scénario avec moins 4. Si vous êtes un survivant, si vous pouvez utiliser des cartes survivants, ça vous permet par exemple d'utiliser le coup près. Votre santé mentale restante est de 3 ou moins, vous faites vos attaques avec 2 en force. Ça vous permet aussi d'utiliser les compétences désespérées plus rapidement. Alors évidemment c'est un pari parce que vous affaiblissez volontairement pour gagner des boosts. Et la clé de Saint-Hubert va vous guérir, mais c'est quand même un risque que vous prenez. Alors je vais pas m'étendre là-dessus, je dirais simplement que recherche ésotérique, tout mystique, ou tout investigateur qui a accès aux cartes mystiques et qui compte avoir des sorts et les améliorer, ça va être très pratique. Ça va être très efficace. J'ai essayé de retrouver, voilà. Parce que, encore une fois, il y a quand même pas mal de sorts qui existent en plusieurs niveaux. Vous regarderez par vous-même, de toute façon sur la copie d'écran, vous verrez la recherche à faire dans ArkhamDB. Vous avez atrophie, vous avez flétrissement pour le combat, vous avez brume de relier pour l'esquive, vous avez rituel de recherche pour l'enquête, mémoire effacée pour la gestion d'ennemis, vous avez nié l'existence pour le contrôle du deck de rencontre, sixième sens également pour l'enquête, sort de protection pour la gestion du deck de rencontre. Enfin, vous avez plein de sorts qui vont en bénéficier, et si vous voulez utiliser des sorts de niveau 5 qu'ont les mystiques et qui sont quand même très puissants, vous vous retrouvez vite à devoir dépenser au total 50 points d'expérience, donc la réduction de 14 est très très efficace. Il faudra simplement penser sur l'ensemble de la campagne quand est-ce qu'on améliore ces sorts. Carte suivante du pack,
Contre-sort, c'est un événement de niveau 2 qui coûte 2, sort et béni. Béni, donc il peut être joué par Ah oui, mais Père Mathéo est déjà mystique, bon j'ai rien dit. Rapide à jouer quand un pion KO, crâne, cultiste, tablette ou tentacule est révélé lors d'un test de compétence dans votre lieu. Annulez ce pion KO, ne révélez pas de nouveau pion KO pour le remplacer. C'est génial. Vous annulez un pion qui, selon toute vraisemblance, a un effet négatif. Si vous êtes mystique, ce pion, il est possible que ça déclenche un effet négatif de votre carte. Par exemple, vous faites une enquête avec le rituel de recherche, vous piochez un de ces jetons, un de ces pions, vous finissez votre tour immédiatement. Et bien là, grâce au contre-sort, vous annulez le pion. Oui, j'ai remarqué, selon les fois, je dis pion, des fois je dis jeton, bref. Vous l'annulez, donc vous prenez pas l'effet négatif. Vous prenez pas l'effet négatif éventuellement de votre carte mystique, et si vous ne piochez pas de pion KO pour le remplacer, il y a toutes les chances pour que vous ayez une réussite franche à votre test. Donc je trouve vraiment la carte extrêmement puissante. Et je vais m'absenter le temps de sortir ma bière du congélo. Rectification, la mettre au congélo, j'avais oublié. Alors, carte survivant. Persévérance. Un événement de niveau 0 qui coûte 2, qui a 2 icônes de volonté, toujours intéressant. Esprit. Rapide à jouer quand des dégâts et ou des horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés, annulez jusqu'à 4 de ces dégâts et ou horreurs. Bon, c'est vraiment la carte du survivant. Vous encaissez dégâts et ou horreurs, ça devrait vous vaincre, vous payez 2, vous n'êtes pas vaincu parce que vous annulez jusqu'à 4 dégâts et ou horreurs. Alors, je suis en train de regarder, bon, à confirmer, mais il faudrait vérifier les règles. Donc ça annule jusqu'à 4 des dégâts et horreurs qui vous sont infligés, mais au moment où on regarde ce qui vous est infligé, on ne se préoccupe pas de ce qui vous reste comme santé et santé mentale. Mettons que votre investigateur, il lui reste 2 points de vie, 2 points de santé mentale, on lui inflige 2 dégâts et 2 horreurs, ça devrait le vaincre. Vous jouez persévérance, vous annulez les 2 et 2, pas de problème. Si maintenant on vous inflige 4 et 4, eh ben... Pardon, je suis en train de réfléchir. Si maintenant on vous inflige... Enfin, vous pouvez encaisser encore une horreur et un dégât. Donc si on vous inflige 3 et 3, grâce à persévérance, vous annulez 2 et 2 et ça va. Si par contre on vous inflige 4 et 3, vous pouvez annuler 2 et 2, vous serez quand même vaincu. Bon, à noter. Mais c'est une carte très intéressante. Un exemplaire dans les decks survivants, c'est intéressant. Les 2 icônes de volonté, si vous encaissez peu de dégâts, peu d'horreur, ça peut toujours vous servir à vous débarrasser d'une carte rencontre pénible. Je sais pas, un paralysé par la peur, je crois, par exemple. Et éventuellement, plus tard dans la campagne, vous pouvez remplacer persévérance par une chance de pendu. Un événement de niveau 1 qui coûte 1, trait chance rapide à jouer quand vous subissez des dégâts et ou des horreurs. Annulez jusqu'à 10 dégâts et horreurs qui viennent de vous être infligés, bannissez une chance de pendu. Donc une chance de pendu, ça coûte moins à jouer. C'est une première chose. Éventuellement, si vous jouez cacher son jeu, persévérance ça vous gêne parce que ça coûte 2. Une chance de pendu ça coûte 1. Si vous en avez besoin, vous utilisez Madame la Branche pour gagner votre ressource que vous dépensez immédiatement. Enfin pas immédiatement, comment dire ça ? Vous devez jouer ça au moment où les dégâts et horreurs vous sont infligés. Si vous savez que vous allez encaisser des dégâts et ou des horreurs, par exemple, vous savez que lors de la phase des ennemis, vous allez être vaincu, juste avant, vous utilisez Madame la Branche, vous générez la ressource, et c'est tout ce qu'il vous faut pour une chance de pendu. Ensuite, évidemment, ça permet d'annuler jusqu'à 10 dégâts et ou horreurs, ce qui est énorme. Le problème, c'est qu'il faut la bannir. Donc si vous l'utilisez plusieurs scénarios de suite, à chaque fois, il faut payer 1 d'XP. À côté de ça, les survivants ne sont pas les plus gros consommateurs de points d'expérience. Donc ça dépendra, éventuellement dans votre deck de départ, vous mettez persévérance. Persévérance, vous la gardez pendant 4 scénarios, et si à un moment donné vous avez encaissé beaucoup de traumas, si les scénarios deviennent difficiles, vous envisagez une chance de pendu. Allez, dernière carte du pack. Coup étourdissant, c'est une compétence qui a un icône de force. Entraîner. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, échappez automatiquement à l'ennemi attaqué. Donc vous faites une attaque pour réussir une évasion.
Bah évidemment, ça va servir quand vous voulez... Enfin, comment dire, vous allez probablement utiliser cette carte-là. Pardon, je reprends. Je vois 2 intérêts à cette carte-là. Soit vous voulez vous échapper, mais vous réussissez mieux les attaques que les évasions. Dans ce cas-là, vous faites une attaque pour réussir l'évasion. Soit le fait d'évader automatiquement à l'ennemi est une solution de combat. Par exemple, j'aurais dû préparer avant, vous jouez Rita Young. Après avoir échappé à un ennemi, soit vous infligez un dégât à cet ennemi, soit vous vous déplacez vers un lieu connexe. Rita, elle fait une attaque avec coup étourdissant. Comme elle a réussi son attaque, elle inflige des dégâts. Elle échappe automatiquement à l'ennemi. Grâce à sa réaction, elle peut lui infliger un dégât. Ça peut aussi servir, que j'essaie de trouver les cartes. Voilà, en truand, vous avez attaque par surprise. Infligez 2 dégâts à un ennemi incliné dans votre lieu. Eh ben, vous effectuez une attaque, vous utilisez coup étourdissant, vous réussissez l'attaque, l'ennemi, vous lui échappez automatiquement, donc il est incliné. Maintenant, vous payez attaque par surprise, et ça vous permet de lui infliger 2 dégâts, sans avoir à refaire de test. Bon, j'ai jamais utilisé cette carte. Parce que je sais pas comment... Moi, soit je vais avoir tendance... Alors bon, déjà, les survivants sont pas les investigateurs que j'utilise le plus, mais soit je vais vouloir attaquer, soit je vais vouloir m'évader. C'est rare que j'ai envie de combiner les deux, ça correspond pas trop à mon style de jeu. Alors dans les notes, déjà, il me semble que dans un podcast, quelqu'un disait que c'était... Enfin, il faudrait que je réécoute si je vérifie que je me trompe pas, mais c'était bien pour les ennemis un peu costauds. Bon, je vérifierai. Là, il y a quelqu'un qui dit que ça peut être très bien en multijoueur. Je suis en train de lire. Ou effectivement, contre un ennemi puissant, mettons c'est l'ennemi de la fin du scénario, vous voulez le tuer, mais vous savez que vous ne pourrez pas le tuer en un tour. Vous l'attaquez, vous réussissez votre attaque, vous lui avez échappé automatiquement, du coup, vous vous en souciez pas pendant la phase des ennemis. Éventuellement, les autres investigateurs non plus ne s'en soucient pas. Donc vous jouez, disons William Yorick, c'est votre combattant, il attaque la bête d'Aldébaran, qui est quand même assez dur à tuer, il réussit son attaque, elle est inclinée, eh bien, le chercheur qui est dans le lieu n'a plus à la craindre. Éventuellement, les autres investigateurs qui sont pas taillés pour le combat, comme l'ennemi est incliné, ils n'ont plus à craindre les ripostes éventuelles et ils peuvent tous dépenser leurs 3 actions pour faire des tentatives honnêtement un petit peu ridicules pour achever l'ennemi. Alors, voilà, je crois pas avoir autre chose à rajouter. Du coup, on va faire le récapitulatif. Et mon ordi qui se met à faire durer. Alors, scène de crime, c'est génial. C'est du gain d'indices, potentiellement 2 d'un coup, sans avoir à faire de test. Bon, ça coûte 2, mais pour moi c'est une carte indispensable dans un deck de gardien solo, en combinaison avec en chasse. Vous êtes dans un lieu à valeur occulte élevée, ça peut même être 6. Encore une fois, j'ai entendu dire que dans un scénario récent, il y a un lieu avec avec une valeur occulte de 9. Vous vous en moquez complètement. Tout ce que vous avez à faire, c'est payer 2 pour gagner un indice, ou payer 2 pour gagner 2 indices si un ennemi. Et l'ennemi, vous pouvez le générer avec en chasse. Habileté au tir, du tir à distance, vraiment à distance, en se moquant de distant, et en se moquant de la riposte. C'est très bien, vous l'utilisez qu'une fois, évidemment, il faudra le faire dans un deck qui est conçu pour, mais mettons que vous êtes avancé dans la campagne, que vous avez un fusil à éclair, vous pouvez faire quand même une grosse attaque avant d'aller dans le lieu de l'ennemi, voire même sans jamais avoir à aller dans le lieu de l'ennemi. Je trouve que c'est une très bonne carte. Un exemplaire peut-être seulement, mais à partir du moment où vous avez une arme à feu qui soit d'un calibre au-dessus du Colt 32 ou du 45 automatique, un exemplaire, si vous pouvez le caser, c'est très bien. Persuasion, de la discussion pour remélanger un humanoïde dans le deck de rencontre ou seulement lui échapper s'il est élite, c'est beaucoup trop circonstanciel. À moins qu'on arrive à accumuler à moins qu'on ait plusieurs cartes pour faciliter les discussions. Je sais pas, mettons qu'un jour vous avez un investigateur qui a
Vous avez plus 2 à votre compétence chaque fois que vous faites un test de discussion, voire difficulté -2 pour chaque test de discussion. Je sais pas, peut-être que ça sera la compétence du politicien le jour où il sort, là, Keynes, quelque chose, Charles Keynes, je sais plus, il faudra vérifier. Là, ça sera intéressant. Vous prenez l'investigateur qui met -2, vous lui mettez un costume élégant, il a -4 de difficulté sur tous ses tests de discussion. Là, c'est génial. En attendant, c'est beaucoup trop circonstanciel. Analyse astucieuse, l'effet amusant, mais je crois, si ma mémoire est bonne, jusqu'à présent, ça marche que pour Caroline Fern. Étui à cigarette porte-bonheur, ben oui, c'est génial. Vous jouez un deck méga test, et au passage, j'en profite pour dire que moi, j'aime bien considérer Wendy Adams pour du méga test. Elle a accès aux cartes truands, elle peut remplacer les jetons du chaos, donc elle a tout ce qu'il faut pour. Voilà, chaque fois que, grâce à l'étui à cigarette, chaque fois que vous réussissez avec une différence de 2 ou plus, vous piochez une carte qui vous aidera à réussir une autre fois avec une différence de 2 ou plus. Donc, très intéressant. Receleur, rendre une carte illicite rapide ou diminuer son coût de 1 si elle est déjà rapide, c'est intéressant. À partir du moment où vous avez beaucoup de cartes illicites dans votre deck, ça se considère. À noter Finn Edwards, dont la carte de tutorat, si je me souviens bien, est illicite. Voilà, bon, très bonne carte si vous avez assez de cartes à cibler dans votre deck. Recherche ésotérique, c'est génial. Potentiellement, 14 XP de moins dépensés sur toute une campagne, pas grand chose de plus à dire. S'infliger volontairement des traumatismes mentaux, ça peut combiner avec d'autres choses. Ah oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, si vous jouez à Shkanpit, vous lui mettez 2 recherches ésotériques, et il est déjà à une santé mentale restante de 3 pour jouer les compétences désespérées. Voilà. Contre-sort, vous annulez un pion KO qui aura un modificateur négatif et un effet négatif, vous le remplacez pas, donc 1, vous échappez à l'effet négatif du genre, je sais pas, prendre une horreur, piocher une carte rencontre, etc., etc. Et 2, vous réussissez quasiment tout le temps votre test. Persévérance, vous annulez des dégâts pour pas être vaincu. Bon, c'est génial. Faudra juste veiller à voir les 2 ressources, donc peut-être qu'on mettra pas ça dans un deck caché son jeu. Et coup étourdissant, vous attaquez, si vous réussissez, ça vous fait une évasion automatique, ce qui vous permet de gagner en tempo, soit pour partir et se renforcer, soit pour continuer le combat le round prochain, mais sans être vaincu pendant la phase de l'ennemi. Bon voilà, c'est tout pour ce pack. Ah, petite note, je regarde actuellement des tutos sur l'édition audio, sur Audacity, donc j'utiliserai cet enregistrement là pour essayer de voir si je peux pas améliorer ma technique, éditer mieux, éditer plus vite, rendre la chose plus agréable pour moi, moins fastidieuse, je verrai. Et puis, du coup, si je fais des progrès en édition, peut-être que bientôt vous aurez droit à un poil d'ambiance sonore dans les vidéos. Voilà, c'est tout. Alors, je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, un bon... alors aujourd'hui on est le 1er septembre, je pense que la vidéo elle sera en ligne le mercredi, que je dise pas de bêtises, 1, 2, 3, le mercredi 25 septembre, bon, du coup un bon début d'automne, et je vous dis à la prochaine, au revoir.